temps, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit point sur la situation de l'Europe par rapport notamment à la crise qui s'est passée en Grèce et qui a un peu entaché d'autres économies, d'autres pays. Écoutez, la crise de confiance que l'on connaît avec la Grèce, du fait de la fourniture par cet État de données erronées sur sa situation économique, a effectivement engendré une période de doute sur la situation économique, la réalité économique de l'ensemble des États européens et en particulier des États de la zone euro. Et cette période de doute, de turbulence, a montré que l'accord moral sur lequel l'euro a été créé en 1999, euro qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2002, n'était pas suffisante et qu'il fallait avoir sans doute une structure d'autocontrôle ou de contrôle croisé sur la bonne santé de nos économies, sur la réalité des dépenses publiques. C'est l'un des débats actuels. Est-ce que c'est à la Commission, structure non élue? Est-ce que c'est au Parlement? Est-ce que c'est au Conseil, qui rassemble l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, de conduire ce regard croisé sur l'économie des différents pays? C'est en tout cas l'un des éléments qui est en débat aujourd'hui. L'autre élément qui est en débat, c'est évidemment le contrôle des opérations financières et une certaine moralisation des situations financières, puisque aujourd'hui, l'une des causes de l'effondrement des bourses, de l'effondrement de l'euro, c'est le pari fait par certains opérateurs qui vendent un produit sans l'avoir, à un prix de 50 par exemple, et vont essayer de se le procurer à 30 ou à 40 euros pour pouvoir le céder. Donc ils l'ont cédé à un prix avant d'avoir obtenu ce... Bon. Et il faut une plus-value. Et toutes les nouvelles grandes fortunes dont on parle actuellement, les traders et autres, eh bien, ces gens-là ne vivent que grâce à ce mécanisme. Donc, ce qu'il faut obtenir, et ça sera l'un des objectifs du prochain G8 et du G20, c'est d'obtenir une régulation mondiale qui interdise ce genre d'opération, qui conduit forcément à la catastrophe, puisque pour son profil personnel, on force à plomber quelque chose de collectif. Ce quelque chose de collectif, c'est la monnaie, par exemple. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que le fait d'avoir attendu qu'il y ait cette crise, est-ce que c'est pas trop tard? On aurait sans doute pu, c'est un éternel débat, faire mieux avant, plus tôt, etc. Je pense que, au titre simplement d'une certaine morale, personne n'avait envisagé que l'on puisse voir apparaître de tels comportements. Et c'est comme en bien d'autres choses. Si je prends l'exemple de la burqa en France en ce moment, on aurait pu peut-être anticiper il y a 10 ans pour qu'il n'y ait pas de développement de burqa. Bon, c'est parce qu'il y a développement de ce genre de comportement qu'on envisage une législation. Eh bien, au niveau européen, c'est aussi, et au niveau mondial, c'est aussi devant de nouveaux comportements amoraux, manquant de morale, qu'il nous faut mettre en place une régulation. Est-ce que par rapport à cette régulation, on doit craindre quelque chose pour l'euro, justement? Écoutez, il faut renverser votre question. Pourrait-on vivre correctement en Europe aujourd'hui sans l'euro? Je crois que ceux qui affirment que oui, trompent l'opinion. Quand on voit ce qu'est le déficit cumulé d'un certain nombre d'États, y compris la France, puisque en France, il faut rappeler que depuis Raymond Barre, aucun Premier ministre n'a présenté un budget en équilibre au Parlement parce que personne n'a eu la conjoncture ou la volonté de le faire. Donc nous sommes avec une situation d'endettement de l'État, d'endettement de nos régimes sociaux qui font que la France aurait déjà dévalué peut-être 2 fois si nous avions gardé le franc. L'euro nous a protégés. Certes, elle a pu handicaper un peu nos exportations quand l'euro était à un tarif très élevé. Je rappelle que l'euro a été créé avec une parité de 1,17 par rapport au franc, par rapport au dollar américain, et l'euro a varié dans une fourchette de 0,85 à 1,60. La bonne valeur de l'euro, c'est sans doute autour de 1,34, 1,35. Être aujourd'hui à 1,23, ça permet à nos entreprises d'exporter plus facilement sur le marché mondial,
c'est une bonne chose pour relancer la croissance en Europe. Ça peut être une pénalisation pour les achats d'énergie en particulier. Mais nous avons 3 mois où les achats d'énergie sont faibles. Si l'euro tient et ne remonte qu'à l'automne, ce n'est pas mauvais pour notre économie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser un peu la situation, aussi bien des finances que de la croissance? Je crois que ce que Mme Merkel a engagé en Allemagne il y a quelques jours, ce que le gouvernement, par la voix de François Fillon, a annoncé également, c'est non pas une augmentation de la pression fiscale, mais une réduction du train de vie de l'État. Il faut que l'État essaye de maintenir sa politique d'investissement, mais que par contre, au niveau des coûts de fonctionnement, on arrive absolument à réduire la voilure. C'est à ce prix-là que l'on garantira aux générations futures des conditions de vie qui seront décentes, sinon les générations qui viennent crouleront sous le poids de la dette de leurs parents. Ça me paraît difficilement acceptable sur le plan moral. Et la Grèce alors dans tout ça? Écoutez, la Grèce vient de franchir une échéance puisque le 19 mai était une date capitale pour la Grèce. C'est une date où elle avait une très grosse somme d'emprunt à rembourser, où il fallait qu'elle se refinance. Personne n'en a parlé cette semaine parce que la Grèce a pu obtenir ce refinancement. Je pense que ça devrait donner une bouffée d'oxygène à tout le monde. Ceci dit, le plan drastique qui a été imposé à la Grèce pour rétablir son économie est un plan très dur et l'essentiel dépendra des conditions dans lesquelles ce plan pourra être tenu à l'avenir. Bon, on l'a vu, là les États se sont vraiment entendus pour aider la Grèce. Est-ce qu'on peut parler d'une première en matière de solidarité entre les pays? Écoutez, on avait déjà au niveau européen, il y a quelques mois, fait des actions avec beaucoup moins médiatiques pour soutenir la Hongrie par exemple. Bon, on est dans une période où les projecteurs sont fortement braqués sur cette question. Je crois que le fait que les États aient eu capacité, certes peut-être un peu tardivement, etc., à serrer les coudes, c'est un gage de confiance. Je voudrais rappeler un chiffre. Depuis que les pays d'Europe centrale sont rentrés dans le marché commun, dans l'Union européenne, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2004, il s'est créé en Europe 24 millions d'emplois, à peu près les 2 tiers dans les nouveaux pays, 1 tiers dans la vieille Europe. Et la crise économique que nous venons de connaître vient de faire disparaître 8 millions d'emplois. Bon. Donc on est dans un rapport de 3 à 1. La construction européenne, la dynamisation des échanges au niveau de cette grande zone, c'est quand même un atout et c'est une force de croissance pour l'ensemble des pays, y compris les nôtres. On a toujours tendance à voir l'histoire du plombier polonais, mais on oublie que l'Europe, c'est un espace de paix et c'est un espace de croissance. Et donc, pour finir, concernant l'Europe, quelles sont les prochaines grosses échéances? Écoutez, il faut que nous aboutissions le plus rapidement possible à un discours unique sur la régulation financière, et il faut que l'Europe réussisse à faire partager par le reste du monde lors du G8 et du G20 de cet été cette ambition d'une régulation des outils financiers et de la technologie financière. Aujourd'hui, avec le développement des systèmes informatiques, il y a dans certaines opérations, vous êtes propriétaire d'une action, par exemple, pendant moins d'1 seconde. Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est durable? Non. Michel Dantin, merci. Merci à vous.